Et ouais, c'est le récap d'octobre, et dans ce récap, comme d'habitude, on va parler de l'actualité qui m'a intéressé en tout cas. Et oui, cette fois, on va parler série. Et oui, il s'agira bien de House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir. Étonnant, non? Étonnant, non? Mais avant cela, je précise que j'étais quand même en vacances ce mois-ci, et même si ce n'était pas vraiment les vacances que j'avais prévues, je suis quand même resté assez loin des réseaux sociaux et des actualités ciné. Donc, s'il y a des trucs dont je ne parle pas pour ce mois-ci, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, la section commentaires est toujours là pour que vous puissiez me rappeler ce que j'ai loupé. En tout cas, je n'ai pas loupé la petite sensation de ce début octobre, à savoir le moyen métrage Werewolf by Night qui est sorti le 7 octobre sur Disney+. Un film qui fait partie du Marvel Cinematic Universe et qui met en scène Gaël Garcia Bernal, le mec que toutes les filles trouvaient beau gosse quand j'étais au lycée, et qui, au demeurant, est aussi un bon acteur. À l'occasion d'Halloween, Marvel fait donc un petit film spécial pour fêter ça, et au passage cherche à rendre hommage aux films de la Hammer des années 50-60 qui ont popularisé des créatures comme Dracula et Frankenstein. On est donc ici face à un film de monstre qui essaye de rendre hommage à ses aînés. Et le résultat est plutôt plaisant. Il est plaisant du moins dans le cadre du MCU, où il apporte quand même un petit vent de fraîcheur. Mais le résultat global ne casse quand même pas trois pattes à un canard. Alors oui, c'est plaisant de voir un film en noir et blanc avec un aspect pellicule qui, tout comme les décors d'inspiration gothique, le jeu sur les lumières ou encore le surjeu des acteurs, va rendre hommage au vieux film de monstres. Mais il y a quand même des reproches à tout ça. Déjà, le noir et blanc et l'aspect pellicule sont traités numériquement. On sent à chaque instant que ça a été tourné en couleur et que tout a été fait en post-prod, et c'est dommage à mes yeux de ne pas avoir poussé le concept jusqu'à utiliser de la vraie pellicule, histoire d'avoir un vrai grain et un véritable noir et blanc. Mais bon, passons, j'en demande probablement un peu trop. Par contre, au niveau du scénario, il y a quand même beaucoup de carences. Le scénario n'a rien de particulièrement original et semble vraiment servir à mettre uniquement en avant la forme du film. En soi, on ne demande pas spécialement à un film de monstre d'être bien écrit, mais quand même, sur 52 minutes, on arrive à s'ennuyer, et ça en soi, c'est pas vraiment normal. Voilà, c'est donc un film plaisant, mais qui à mon goût manque d'audace. Mais bon, il y a Ted. Et Ted, il est cool. Et un autre truc qui peut être particulièrement chiant en moins de 50 minutes, eh bien ce sont des épisodes de séries. Par exemple, j'ai essayé de regarder Dahmer sur Netflix, parce que bon, tout le monde en parle, et je n'ai vu que le premier épisode, parce que, bon sang, c'était pénible à regarder. Tout est étiré dans cet épisode, tout semble faire du surplace au point qu'on a l'impression d'être sous Prozac tout le temps, et franchement, c'est pas du tout agréable. Et ça, c'est un constat que j'ai envie de généraliser à plusieurs séries, parce que globalement, j'ai tout de même l'impression que c'est un produit que l'on cherche à étirer sur la longueur, et ce, quitte à nous montrer et nous raconter des choses qui ralentissent considérablement l'intrigue. Et la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, disponible sur Amazon, c'est entièrement ça. Et c'est encore plus incompréhensible parce que l'univers de Tolkien est tout de même assez riche pour pas qu'on nous rajoute des astuces scénaristiques bidons. Alors, dès le début, les critiques se sont jetées sur cette série pour la défoncer, mais franchement, moi, j'ai bien kiffé les 2 premiers épisodes. Ça met en place les intrigues à venir, et notamment la quête de vengeance de Galadriel qui pourchasse un Sauron que tout le monde, sauf elle, croit avoir définitivement disparu. C'est convaincant, la photographie est belle, les décors et les costumes font aussi le taf, et puis bon, c'est le début de la série, donc ça va forcément monter en puissance. Sauf que non, à aucun moment la série ne parvient à élever son niveau. Sauf éventuellement à la toute fin, parce que bon, faut bien un petit twist pour que les gens reviennent à la saison 2. Tout est au final beaucoup trop long dans cette série, les intrigues s'enlisent, on nous sert des dialogues plats et inintéressants pour combler, et au final tout devient un gros cliché. On se rend vite compte que tout est finalement filmé comme une série télé basique, donc sans grand mouvement de caméra épique. On se rend aussi compte que les acteurs, c'est pas forcément le haut du panier, alors que bon, on vit maintenant dans une ère où les stars de cinéma jouent dans des séries, donc à mon humble avis, il y avait forcément moyen de renforcer le casting de quelques noms prestigieux.
Le rythme de cette série est vraiment une honte, et un gros foutage de gueule à mon sens, et je ne parlerai pas de la libre adaptation de certains éléments de l'univers de Tolkien pour les intégrer par la force dans un scénario vide. Le point culminant de tout cet échec, c'est Galadriel, totalement insupportable à chacune de ses apparitions, et qui a le droit à la scène la plus ridicule de la série en chevauchant son cheval au ralenti, dans un style qui n'est pas sans rappeler une pub Royal Canin. Bref, un échec total qui nous fait nous poser une question quand même assez importante. Où est passé tout l'argent de cette série ? Parce que c'est vraiment pas visible à l'écran que c'est censé être la série la plus chère de l'histoire. Et de l'autre côté, on a House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Et là, ça a été tout l'inverse des Anneaux de pouvoir. Déjà, j'ai détesté les premiers épisodes. Je me suis fait assez chier, j'ai trouvé ça assez plat et morne, parce que globalement, j'avais l'impression qu'on allait juste de pièce sombre en pièce sombre pour parler pendant des plombes. Au moins, dans les Anneaux de pouvoir, il y avait des paysages et de la lumière, parfois. On a même le droit ici à un épisode tourné en plein crépuscule, avec donc une lumière bien dégueulasse qui fait qu'on ne reconnaît plus personne et qu'on ne voit pas grand-chose. Mais bon, on va dire que c'est un hommage aux épisodes les moins éclairés de Game of Thrones. Par contre, la série prend vraiment un tournant au bout du 6e épisode. Là, on fait un bond en avant de 10 ans, et pour l'occasion, on change 2 actrices principales. Et là, l'alchimie prend enfin. On regrette presque que la série ne débute pas ici, tellement tout ce qui s'est passé avant n'est que peccadille. Bref, à partir de ce 6e épisode, on rentre pleinement dans les intrigues politiques, les personnages deviennent convaincants, et on se rend compte que le casting fait vraiment le taf. Mention spéciale à Matt Smith, qui parvient à rendre attachant un personnage au demeurant totalement horrible, à Olivia Cooke et Emma Darcy, qui sont particulièrement complémentaires, et à Paddy Constantine, qui joue le roi Viserys. Et si vous avez déjà vu cet acteur dans d'autres films ou séries, vous remarquerez qu'il est particulièrement convaincant, au point qu'on a vraiment du mal à le reconnaître. Bref, la série, à l'inverse des Anneaux de pouvoir, monte totalement en puissance jusqu'à une fin certes assez prévisible, mais rondement menée, qui tient en haleine et qui ne donne envie que d'une chose, voir la saison 2. Et ouais, j'ai aimé cette série et c'était vraiment pas gagné à la base. Mais bref, passons à quelques petites actualités en vrac et débutons avec Édouard Philippe. Et là, vous allez me prendre pour un fou et me demander quel est le lien entre l'ancien Premier ministre et le cinéma. Eh bien, il s'agit du polar Dans l'ombre, qu'il a coécrit avec Gilles Boyer, lui-même député européen. Ce livre sera en effet adapté en série par France Télévisions et devra comporter 6 épisodes. Le tournage devrait quant à lui débuter au printemps 2023. Donc voilà, en attendant 2027, si Édouard Philippe vous manque à ce point, eh bien, il y aura un petit bout de lui qui passera à la télévision. Elle est pas belle la vie. Et sinon, plus sérieusement, il y a le film Lost Highway de David Lynch qui fête cette année son 25e anniversaire. Et oui, déjà. Et à cette occasion, eh bien, on a le droit à une restauration 4K de cette œuvre que l'on peut retrouver chez Potemkin Film. Et en plus de ça, le film ressortira dans les salles françaises le 7 décembre, une œuvre immanquable à mes yeux. Et sinon, vous vous souvenez de Twister ? Vous savez, le film avec des tornades et des vaches qui volent ? Eh bien, il y aura une suite, ce qui est quand même assez surprenant vu que le film date quand même de 96, et que même s'il était plutôt cool à l'époque, on s'en souvient pas plus que ça quand même. Mais bon, faut croire qu'un producteur s'est dit que c'était une bonne idée d'exploiter aussi cette franchise, puisque la suite, bien que pas vraiment officialisée, est tout de même dans les tuyaux, et Kellen Hunt reprendra même son rôle, accompagné de sa fille, qui est bien évidemment elle aussi atteinte de cette passion dévorante qui est de chasser les tempêtes. Il paraît même que Steven Spielberg aurait approuvé le premier script de ce projet. Mais bon, attendons de voir si tout cela se confirme. Et ceux qui ne peuvent pas attendre de voir, eh bien ce sont les gens qui sont morts. Et en octobre, on en a eu quelques-uns quand même. Et on débute avec Robbie Coltrane, l'interprète de Hagrid dans les Harry Potter, qui est mort à 72 ans d'une défaillance généralisée de plusieurs organes. Il a débuté sa carrière devant la caméra de Bertrand Tavernier dans La mort en direct, devient populaire avec la série britannique Cracker, apparaît même dans 2 James Bond avant d'obtenir le rôle qui a fait
sa notoriété et qui a conquis des millions de fans. Il joue même dans Ocean's 12 et comme j'ai aucun souvenir de lui dans ce film, on se consolera donc en le revoyant. Angela Lansbury nous a également quittés. Elle est décédée le 11 octobre dernier à 5 jours de ses 97 ans. Un sacré âge quand même. Angela Lansbury, c'était la star de la série Arabesque que les moins jeunes doivent bien connaître. Pour les plus jeunes, mais quand même un peu vieux, c'est elle qui joue Églantine dans L'Apprentie sorcière. Et pour les vraiment plus jeunes qui ne voient pas du tout de quoi je parle, eh bien, elle apparaîtra dans la suite d'À couteau tiré, qui devrait sortir fin décembre sur Netflix, et où elle jouera son propre rôle aux côtés de Daniel Craig, Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe, Ethan Hawke ou encore Hugh Grant. L'occasion pour elle de peut-être résoudre un dernier meurtre. Et finalement, mort de Sashon Littlefeather, actrice et activiste amérindienne qui en 1973 a secoué le monde des Oscars en refusant un Oscar au nom de Marlon Brando en signe de protestation contre le traitement des Amérindiens par l'industrie cinématographique. Évidemment, tout le monde l'a hué à l'époque et John Wayne aurait même tenté de l'agresser. Preuve qu'il prenait un peu trop à cœur ses rôles de cow-boy. Toutefois, tout est bien qui finit presque bien, puisque peu de temps avant la mort de Sashon, l'Académie des Oscars lui a présenté des excuses publiques pour la manière dont elle avait été traitée. L'actrice avait alors déclaré qu'il n'est jamais trop tard pour le pardon. Belle philosophie. Et pour terminer, parlons un peu de Wendell et Wild de Henry Selick, disponible sur Netflix depuis le 28 octobre. C'est un film tourné en stop motion qui a connu quelques difficultés dans sa réalisation à cause bien entendu de la crise sanitaire, mais aussi à cause des incendies ainsi que des manifestations liées à la mort de George Floyd. Henry Selick, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le papa de L'étrange Noël de Monsieur Jack, James et la pêche géante ou encore Coraline. Des dessins animés qui ont de la gueule, quoi. Donc autant dire que j'avais pas mal d'attentes vis-à-vis de ce film, surtout que Selick n'avait rien réalisé depuis une douzaine d'années. Et est-ce que Wendell et Wild est à la hauteur de mes attentes ? Eh bien, la réponse est malheureusement non. Alors, la technique d'animation en stop motion est toujours impeccable, il n'y a rien à redire à ça, le film est graphiquement assez sympathique, mais par contre, le scénario manque cruellement d'originalité. On a connu Selick plus fou et inspiré, surtout quand il était aux côtés de Tim Burton, mais là, avec son scénario coécrit par Jordan Peele, le réalisateur de Get Out ou plus récemment de Nope, eh bien, le résultat peine à convaincre. C'est prévisible, visuellement, on aurait, je pense, mérité d'avoir plus de gros délire, et surtout, le personnage principal n'est en aucun cas attachant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a aucune empathie pour les personnages et que l'histoire se déroule sans grande surprise ? La réponse est simple, on s'ennuie. Alors peut-être que je suis un vieux con et que je n'ai plus l'âge pour ce genre de film, mais dans mes souvenirs, je trouvais l'œuvre de Selick beaucoup plus délirante et fantasque. Enfin bref, c'est vraiment une énorme déception de mon côté. Voilà, et ce sera tout pour mon récap d'octobre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, et à lâcher un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve fin novembre pour un nouveau récap, et en novembre, on pourra voir le dernier Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, le dernier James Gray, Armageddon Time, Black Panther 2 qui sort finalement en salle, Amsterdam, Mascarade, Bones and All, Saint-Omer, Les couleurs de l'incendie, bref, une ribambelle de films qui vont bien nous occuper. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des bisous.